375 ans, c'était le temps exact qui séparait l'instant où l'épée avait déchiré la chair, de l'instant où la main d'Antoine de Valois toucha le dos d'Isabelle Dubois en cet après-midi de décembre. Ils ne le savaient pas encore, elles non plus. Mais leurs âmes, elles, savaient. Et quand ses doigts rencontrèrent cette balafre, à travers le tissu déchiré de son chemisier, tous deux ressentirent quelque chose que la science ne pourrait jamais expliquer. La balafre la brûla, la consuma, comme si elle venait d'être faite, et dans leurs yeux, pendant une fraction de seconde qui parut durer des siècles, une image impossible se forma, une épée, du sang, un cri, un nom qu'elle n'avait jamais entendu, mais qu'elle reconnut comme, si c'était son véritable nom depuis toujours, Éléonore. Et lui, il savait, sans savoir comment il savait, qu'il venait de toucher la blessure que ses propres mains avaient infligée, il y a 375 ans. Si vous avez déjà ressenti une connexion inexplicable avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, cette histoire va changer la façon dont vous voyez le destin. Mais revenons au commencement. Parce que pour comprendre comment deux inconnus en sont arrivés à cet instant impossible, vous devez savoir qui ils étaient avant que leurs âmes ne se reconnaissent. Antoine de Valois avait 38 ans et contrôlait un domaine d'hôtellerie qui s'étendait sur 3 continents. Ces hôtels étaient synonymes de luxe absolu. Ses décisions, bouger les marchés, son nom, apparaissaient dans les revues économiques, avec la même fréquence que son visage dans les tabloïds, qui spéculaient sur la raison pour laquelle un homme aussi riche et aussi beau restait seul. La réponse était simple, mais personne ne la connaissait. Antoine n'arrivait pas à se connecter avec qui que ce soit. Chaque relation se terminait de la même façon, une sensation d'être avec la mauvaise. Personne, de patienter pour quelqu'un de spécifique, quelqu'un qu'il connaissait déjà mais qu'il n'avait jamais rencontré. Les psychologues appelaient ça un schéma d'attachement évitant. Antoine savait que c'était quelque chose d'autre, quelque chose que ses cauchemars confirmaient, toutes les nuits, depuis l'âge de 16 ans, le même rêve. Une femme qui court, lui tenant une épée, du sang, un cri, et se réveiller avec le cœur battant à tout rompre, les mains tremblantes, et une culpabilité si profonde qu'aucune thérapie ne parvenait à la toucher. Culpabilité de quoi? De qui? Personne ne savait l'expliquer. Pas même lui. Antoine avait déjà consulté des dizaines de spécialistes, psychologues, psychiatres, thérapeutes de toutes les écoles. Tous offraient des explications différentes. Traumatisme infantile refoulé, anxiété généralisée, symbolisme onirique lié à la peur de l'échec. Aucune explication ne fonctionnait, aucun médicament n'éliminait les cauchemars. Il revenait toutes les nuits, sans faute, depuis cette première fois à 16 ans, quand il s'était réveillé en criant si fort que sa mère avait couru dans sa chambre, pensant qu'il était attaqué. « Qu'as-tu vu » demanda-t-elle, tenant les mains tremblantes de son fils. « J'ai tué quelqu'un, maman, j'ai tué une femme. » La voix de l'adolescent était brisée. « Je l'ai coupé avec une épée. » Ce n'était qu'un rêve, que mon chéri, seulement un cauchemar. Mais ça ne l'était pas. Antoine le savait, même sans comprendre comment il le savait, que ce rêve était plus qu'une création de son esprit endormi. C'était un souvenir qui n'appartenait pas à cette vie. Isabelle Dubois avait 29 ans et portait le poids d'une vie qui n'avait jamais été facile, mère célibataire de Chloé, une petite fille de 4 ans qui était son monde entier. Le père de Chloé avait disparu avant même qu'elle ne naisse, laissant Isabelle avec un appartement loué, des factures en retard, et la détermination féroce de donner à sa fille une vie meilleure que la sienne. Elle travaillait où elle le pouvait, faisait le ménage, servait lors d'événements, acceptait des petits boulots, n'importe quoi qui payait les factures, et permettait à Chloé d'avoir de la nourriture sur la table et un toit au-dessus de sa tête. Isabelle avait aussi quelque chose que personne ne pouvait expliquer, une balafre, dans le dos, sur le côté gauche, descendant en diagonale de l'épaule jusqu'à la taille. Les médecins disaient que c'était une tache de naissance atypique. Sa mère disait qu'elle était née avec ça. Sa mamie Rose disait autre chose, disait que cette marque racontait une histoire, d'une autre vie. Isabelle en avait toujours ri, jusqu'à ce jour.
La balafre avait une forme particulière. Elle n'était pas ronde comme la plupart des taches de naissance. Elle était longue, fine, courbée, comme si quelque chose de tranchant avait déchiré la peau de haut en bas. Quand elle était enfant, Isabelle en avait honte. Ah, l'adolescence, elle avait appris à la cacher. Dans sa vie d'adulte, elle l'ignorait simplement. Mais la marque ne la laissait jamais oublier complètement son existence. Parfois, sans raison apparente, elle la brûlait. Une douleur fantôme qui allait et venait, sans explication. Les médecins disaient que c'était psychosomatique. Sa mamie Rose disait que c'était la mémoire de la blessure, originale, qui essayait de se rappeler. « Tu es né avec cette marque, parce que ton âme se souvient », disait mamie Rose. Chaque fois qu'Isabelle se plaignait de la douleur, « Un jour, tu comprendras. Un jour, tu trouveras celui qui a fait ça. Et quand tu le trouveras, tout prendra son sens. » Isabelle pensait que sa grand-mère devenait sénile, que ce n'était que les histoires d'une vieille femme qui croyait trop au mysticisme. Mais au fond, très au fond, une partie d'elle se demandait s'il n'y avait pas de vérité dans ces mots. L'offre d'emploi est apparue par le biais d'une agence de placement. Une demeure, dans le quartier le plus huppé de la ville, avait besoin d'une employée pour les services généraux. Le salaire était 3 fois ce qu'Isabelle gagnait dans ses autres emplois combinés. Il y avait le logement inclus, une chambre pour elle et Chloé, à l'arrière de la propriété. L'école privée pour la petite, payée par l'employeur. Ça semblait trop beau pour être vrai, ça semblait un rêve. Isabelle ne savait pas que, d'une certaine manière, c'était exactement ça. Le processus de sélection a été mené par la gouvernante de la maison, une femme efficace appelée Madame Gisèle, qui travaillait pour la famille de Valois depuis plus de 2 décennies. Isabelle a passé toutes les étapes: vérification des antécédents, entretien, test pratique. À aucun moment, elle n'a vu le propriétaire de la maison. À aucun moment, elle n'a imaginé qu'elle était sur le point d'entrer dans la vie de l'homme que son âme recherchait depuis près de 4 siècles. Le premier jour de travail était un dimanche de décembre. Chloé est restée avec mamie Rose, pendant qu'Isabelle se familiarisait avec la propriété. La demeure était immense, 3 étages, 22 pièces, des jardins qui semblaient s'étendre jusqu'à l'horizon. Et dans chaque recoin, des œuvres d'art qui valaient plus que tout ce qu'Isabelle gagnerait dans toute sa vie. Elle se sentait petite, hors de sa place, comme une intruse dans un monde qui n'était pas le sien. Mais elle ressentait aussi quelque chose d'étrange, une familiarité qui n'avait pas de sens, comme si elle avait déjà marché dans ces couloirs, comme si elle connaissait chaque courbe de chaque corridor, même si c'était sa première fois là. Madame Gisèle remarqua son expression confuse pendant qu'elle la guidait dans la maison. « Tout va bien, ma petite ?» Isabelle hésita. « C'est étrange. J'ai l'impression de déjà connaître cet endroit, comme si j'étais déjà venue ici. » Madame Gisèle sourit doucement. « Beaucoup de gens disent ça. Le domaine d'hôtellerie a cet effet sur les gens. C'est comme si les murs gardèrent des mémoires, des échos de vie passée. Mais ce n'était pas ça. Isabelle savait que ce n'était ni l'architecture, ni la décoration qui causait cette sensation. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui venait de l'intérieur d'elle. Lorsqu'elle passa dans le grand couloir du premier étage, sa balafre la démangea légèrement. Elle porta la main automatiquement à son dos, massant l'endroit sans réfléchir. « Vous vous êtes blessé ?» demanda Madame Gisèle. « Non, c'est une ancienne marque. Parfois, elle me fait mal. » La gouvernante acquiesça d'un signe de tête et continua la visite. Mais Isabelle resta pensive. Sa balafre la démangeait rarement sans raison. Et maintenant, dans cette demeure, elle sentait une pulsation constante, comme si la marque essayait de lui dire quelque chose, un secret enfoui. Antoine de Valois arriva le lundi soir. Isabelle était en train de terminer de ranger la salle à manger quand elle entendit la porte principale s'ouvrir. Elle ne se retourna pas immédiatement. Elle continua à ajuster les couverts, à positionner les serviettes, faisant son travail. Mais elle le sentit. Elle sentit une présence qui fit accélérer son cœur sans raison. Elle sentit une chaleur monter dans son cou.
Elle sentit quelque chose qui n'avait pas de nom, mais qu'il était impossible d'ignorer. Une force, une attraction. Quand elle finit par se retourner, ses yeux rencontrèrent les siens, et le monde s'arrêta. Net, Antoine était debout à l'entrée de la salle, sa mallette de voyage encore à la main, son pardessus encore sur les épaules, ses yeux, d'un vert profond qui semblait garder des océans de secrets, étaient fixés sur elle, pas sur son uniforme, pas sur le travail qu'elle était en train de faire, sur elle, comme s'il la reconnaissait, comme s'il l'avait cherchée toute sa vie et qu'il l'avait finalement trouvée. Isabelle sentit ses jambes flancher. Pendant une seconde absurde, elle eut envie de courir vers lui. Elle eut envie de l'embrasser. Elle eut envie de dire quelque chose qu'elle ne comprenait pas, dans une langue qu'elle ne connaissait pas. Mais elle ne fit rien de tout cela. Elle resta plantée là, une serviette à la main, le cœur battant la chamade dans sa poitrine, regardant un étranger qui ne semblait pas étranger. Et sa balafre, cette marque qu'elle portait depuis sa naissance, commença à la démanger comme jamais auparavant. Une douleur aiguë, pulsante, comme si la blessure était en train d'être rouverte à cet instant précis. Isabelle dut se retenir à la table pour ne pas tomber. Qu'est-ce qui lui arrivait? Pourquoi son corps réagissait-il ainsi à la présence de cet homme? Un homme qu'elle ne connaissait pas. Antoine aussi sentit quelque chose. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement quand il la vit. Ses mains, toujours fermes dans les négociations de millions, tremblèrent en tenant la mallette. Dans sa poitrine, une marque qu'il cachait depuis son enfance commença à brûler. Une marque qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Une marque en forme de perforation, comme si une lame avait traversé son cœur à un moment qu'il ne parvenait pas à se souvenir. Une vie oubliée. Vous êtes la nouvelle employée. Sa voix était grave, contrôlée, mais il y avait quelque chose en dessous. Un tremblement presque imperceptible, une émotion retenue. Oui, monsieur, Isabelle Dubois, j'ai commencé hier. Il acquiesça d'un signe de tête. Un mouvement sec, professionnel. Soyez la bienvenue. Et il marcha vers la sortie de la salle sans regarder en arrière. Isabelle relâcha l'air qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Qu'est-ce qui venait de se passer? Pourquoi son cœur battait-il encore comme si elle avait couru un marathon? Pourquoi ses mains tremblaient-elles? Pourquoi? Pendant une fraction de seconde, avait-elle eu envie de pleurer en le voyant? Les jours suivants furent un exercice de distance calculée. Antoine était toujours en voyage, toujours occupé, toujours inaccessible. Quand il était à la maison, il sortait à peine de son bureau au 2e étage. Isabelle le voyait passer parfois, toujours pressé, toujours avec le téléphone à l'oreille, toujours évitant de la regarder. Mais elle sentait. Elle sentait quand il était dans les parages. Elle sentait ses yeux sur elle-même quand il faisait semblant de ne pas regarder. Elle sentait une connexion impossible que ni l'un ni l'autre ne parvenait à nommer. Une danse silencieuse. Une nuit. Isabelle se réveilla en sursaut dans la petite chambre au fond du domaine. Elle avait rêvé. Un rêve vivide, intense, rempli de couleurs et de sons qui semblaient trop réels pour n'être que de l'imagination. Elle était sur une place ancienne, avec une fontaine de pierre au centre. Elle portait une longue robe, d'une autre époque, et il y avait un homme en uniforme militaire qui la regardait avec des yeux verts. Les mêmes yeux verts qu'Antoine de Valois. Il tendait la main. Elle courait vers lui. Et alors, avant qu'ils ne puissent se toucher, des gardes apparaissaient, des cris, de la confusion, une épée brillant à la lumière des torches. Le chaos. Isabelle se réveilla avec la balafre la démangeant et des larmes aux yeux. Qu'était-ce que ce rêve? Pourquoi semblait-il si réel? Et pourquoi, au réveil, ressentait-elle un manque dévastateur d'un homme qu'elle connaissait à peine, le poids du passé? Chloé, dormant à côté dans le petit lit, bougea. « Maman, tout va bien? »« Oui, mon amour, rendors-toi. » Mais Isabelle ne réussit plus à dormir cette nuit-là. Elle resta à regarder le plafond, la main sur son dos là où la balafre pulsait, pensant à des yeux verts et à des épées et à des promesses qui semblaient avoir été faites dans une autre vie. Un écho. Madame Gisèle remarqua. « Le Seigneur n'a jamais été comme ça, dit-elle un matin,
pendant qu'elles prenèrent le café dans la cuisine. Normalement, il remarque à peine les employés. Avec vous, il est différent. Il paraît perturbé. Isabelle ne savait pas quoi répondre. Comment expliquer qu'elle aussi se sentait perturbée? Qu'elle rêvait de lui toutes les nuits depuis son arrivée? Que les rêves étaient étranges, remplis de chevaux et d'épées et de robes d'époque? Qu'elle se réveillait avec des larmes aux yeux sans savoir pourquoi? Comment expliquer cette attraction, ce lien invisible? Le premier contact physique eut lieu 10 jours après son arrivée. Isabelle portait un plateau avec des tasses de porcelaine ancienne quand elle trébucha sur le tapis du couloir. Les tasses volèrent. Elle tomba. Son genou heurta le plancher de bois avec un impact qui la fit crier de douleur. Et avant qu'elle ne puisse se relever, des mains fortes la retinrent par les épaules. « Ça va ?» La voix d'Antoine était juste au-dessus d'elle. Il était apparu de nulle part. Il avait couru pour l'aider. Le destin. Les tasses. Isabelle essaya de se retourner pour constater les dégâts. Mais le mouvement fit se déchirer sa blouse à l'endroit où elle avait heurté le coin d'une petite table. « Oubliez les tasses. » Il la releva avec précaution. « Vous êtes blessé ?» C'est alors que cela arriva. Sa main, en la redressant, glissa sur son dos et trouva la balafre. L'effet fut instantané. Une douleur aiguë, brûlante, traversa le corps d'Isabelle comme un éclair. Elle cria. Antoine retira sa main comme s'il avait touché le feu, et pendant une seconde impossible à mesurer en temps humain, les deux virent la même chose, une salle obscure, des torches au mur, un homme en uniforme militaire tenant une épée, une femme qui courait, un mouvement, l'épée qui descendait, du sang jaillissant du dos d'une femme tandis qu'un cri déchirait l'air, un fragment de mémoire. Elena. Le nom échappa aux lèvres d'Antoine avant qu'il ne puisse l'empêcher. Un nom qu'il n'avait jamais entendu, un nom qu'il ne connaissait pas, un nom qui, d'une certaine manière, appartenait à la femme qui était devant lui, tremblant, la main sur son dos là où la balafre brûlait comme si elle venait d'être faite. La réminiscence. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Ça, la voix d'Isabelle était un murmure. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» Antoine était pâle, blanc comme un linge. Ses mains tremblaient visiblement. « Je ne sais pas. Je ne... Vous m'avez appelé Elena. Je sais. » Ils se regardèrent. Le couloir était silencieux. Les tasses brisées sur le sol semblaient insignifiantes. Tout semblait insignifiant face à ce qui venait de se produire. « Votre balafre, dit Antoine. Sa voix était rauque, contrôlée de force. J'ai senti votre balafre. Et j'ai vu. Qu'avez-vous vu? Il déglutit. Du sang. Une épée. Je tenais l'épée. Isabelle recula d'un pas. Qu'est-ce que vous racontez? Je ne sais pas. Antoine passa une main dans ses cheveux, visiblement bouleversé. Je ne sais pas ce que je raconte. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais juste que, quand j'ai touché votre balafre, j'ai vu des choses. Des choses impossibles. Moi aussi, j'ai vu. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle parole. Deux étrangers, dans le couloir d'un domaine d'hôtellerie moderne, confrontés à des visions d'un passé qui ne devrait pas exister. Une balafre qui brûlait, un nom qui résonnait, et la certitude croissante que quelque chose de bien plus grand que la raison les avait unis. Antoine fut le premier à briser le silence. « Allez dans votre chambre, reposez-vous. Je vais demander à Madame Gisèle de vérifier si vous vous êtes blessé en tombant. Et à propos de... » Non. Le mot claqua tranchant. Plus tard. Nous devons. J'ai besoin de réfléchir. Il se retourna et se dirigea rapidement vers l'escalier, montant au 3e étage où se trouvait son bureau. Isabelle resta plantée dans le couloir, les mains tremblant toujours. Ça l'esprit un tourbillon de questions sans réponse. Cette nuit-là, elle appela sa grand-mère. « Mamie Rose, il faut que je te raconte quelque chose. » La voix d'Isabelle tremblait. « Il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Quelque chose que je ne peux pas expliquer. » Mamie Rose écouta en silence tandis que sa petite fille décrivait l'épisode. Le toucher, la vision, le nom. Quand Isabelle eut terminé, il y eut un long moment de silence sur la ligne. Elena. La voix de Mamie Rose était douce, presque révérente.
Je savais que ce jour arriverait. Tu savais? Qu'est-ce que tu savais, ma fille? J'ai vu ta naissance. J'ai vu la marque sur ton dos au moment où tu es venue au monde. Et à cet instant précis, j'ai eu une vision. J'ai vu un homme en uniforme ancien, une épée à la main, et du sang. J'ai vu une femme tomber. Et j'ai vu les yeux de cet homme, remplis d'horreur pour ce qu'il avait fait. Les mêmes yeux verts que tu décris maintenant. Isabelle sentit un frisson parcourir son corps. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous vous êtes retrouvés. C'est après presque 4 siècles. Vous vous êtes enfin retrouvés. Si vous croyez que certaines connexions transcendent le temps, que certaines blessures attendent des siècles pour être guéries, alors vous devez entendre ce qui s'est passé dans les jours suivants, parce que la vision dans le couloir n'était que le commencement. Les preuves étaient sur le point d'apparaître, car et quand elles apparurent, même le sceptique le plus convaincu ne pourrait nier qu'Antoine et Isabelle s'étaient déjà rencontrés. Bien avant. Le lendemain matin, Antoine annula toutes ses réunions. Il dit à son assistante qu'il avait besoin de temps pour régler des affaires personnelles. Il s'enferma dans son bureau et fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Il fit des recherches sur la réincarnation, sur les marques de naissance qui portent des mémoires de vie passée, sur les balafres qui apparaissent au même endroit où des blessures fatales se sont produites dans des existences antérieures. Ce qu'il trouva le perturba profondément. Des cas documentés, des études scientifiques, des enfants qui se souvenaient de vies passées avec des détails vérifiables, des adultes qui avaient des marques sur le corps à l'endroit exact où ils avaient été blessés ou tués dans d'autres vies. Tout ce qu'il avait toujours écarté comme de la superstition semblait maintenant une explication possible pour ses cauchemars. Pour la balafre d'Isabelle, pour le nom qu'il avait crié sans jamais l'avoir entendu. Elena. Qui était Elena? Et pourquoi avait-il le sentiment de l'avoir tuée? Pendant ce temps, Isabelle tentait de maintenir sa routine normale de travail, nettoyer les chambres, faire les lits, astiquer l'argenterie. Mais son esprit était ailleurs, dans une salle sombre avec des torches, dans un cri de douleur, dans un nom qui résonnait comme si c'était la chose la plus importante de l'univers. Cet après-midi-là, quelque chose d'étrange se produisit pendant qu'elle nettoyait le grand salon. Une mélodie commença à sortir de ses lèvres, une chanson qu'elle n'avait jamais entendue, dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas, de l'espagnol ancien peut-être, ou quelque chose d'encore plus archaïque. Les mots fluaient naturellement, comme si elle les connaissait depuis toujours, bien que son esprit conscient n'ait aucune idée de ce qu'ils signifiaient. Mi amor perdido en el tiempo, tu espada me hirió, pero tu alma me salvó. Volveré a ti en otra vida, lo juro por el cielo y el mar. Elle s'arrêta brusquement quand elle réalisa ce qu'elle était en train de faire. D'où venait cette chanson? Ces mots? Elle n'avait jamais étudié l'espagnol, encore moins l'espagnol ancien. Et pourtant, la mélodie semblait aussi familière que sa propre voix. La balafre sur son dos pulsa, une fois, 2 fois, comme un cœur qui bat. Isabelle dut s'asseoir. Ses jambes tremblaient. Quelque chose se passait avec elle dans cette maison. Quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué par la logique. Quelque chose qui ne pouvait peut-être être expliqué que par les histoires de sa grand-mère. Ce fut Madame Gisèle qui apporta le premier indice concret. « Ma petite », dit-elle pendant le déjeuner. « Vous savez que Monsieur Antoine a une collection d'antiquités dans le grenier ? Il ne laisse jamais personne y monter. Il dit que ce sont des reliques de famille. Mais hier soir, je l'ai vu monter avec une lanterne. Il est resté là des heures. Il est descendu pâle comme un fantôme. Quel genre d'antiquité? Madame Gisèle haussa les épaules. Des armes anciennes, je crois. Des peintures. Des choses de siècles passés. La famille de Valois est très ancienne, vous savez. On dit qu'ils sont venus d'Espagne, il y a des générations. Espagne. Le mot résonna dans l'esprit d'Isabelle. La vision qu'elle avait eue montrait un uniforme militaire. Espagnol, peut-être. Et une épée. Une épée espagnole. Cet après-midi-là, quelque chose la poussa à monter au 3e étage. Non pas au grenier, qui était fermé à clé, mais au couloir où se trouvait le bureau d'Antoine. La porte était entr'ouverte. Elle savait qu'elle ne devait pas espionner.
Elle savait que c'était une violation de la vie privée. Mais ses pieds la menèrent jusqu'à la fente, comme s'ils avaient leur propre volonté. Antoine était assis à son bureau, la tête entre les mains, regardant quelque chose, un tableau, ou plutôt, une photographie d'un tableau, imprimé sur du papier A4. Isabelle se pencha un peu plus pour mieux voir, et ce qu'elle vit fit flancher ses jambes. Le tableau montrait un homme en uniforme militaire ancien, uniforme espagnol, 17e siècle peut-être. L'homme était en position formelle, une épée à la ceinture, un regard distant dans les yeux, des yeux verts, profonds, inconfondables. C'était Antoine, pas quelqu'un qui ressemblait à Antoine, c'était lui. Le même visage, la même expression, les mêmes yeux. Isabelle dut faire un bruit, parce qu'Antoine releva brusquement la tête. Ses yeux croisèrent les siens, à travers l'entrebâillement de la porte. Entrez. Ce n'était pas une invitation. C'était un ordre. Isabelle obéit. Le bureau était grand, rempli de livres et de papiers. Mais tout ce qu'elle pouvait voir, c'était cette image, ce visage, qui était le visage d'Antoine, en costume d'une époque remontant à presque 4 siècles. « Asseyez-vous. » Il indiqua la chaise devant le bureau. Elle s'assit. Ses jambes ne l'auraient de toute façon pas soutenue debout, bien longtemps. « J'ai trouvé ça hier, » dit Antoine. Sa voix était unie, soigneusement contrôlée. « Ma famille possède des archives généalogiques. Je ne m'y suis jamais intéressé avant, mais après hier, qui est-ce » Antoine prit une profonde inspiration. Capitaine Henri de Valois, garde royale française, né en 1620, mort en 1651. Isabelle fit le calcul mentalement. 1651. Il y a exactement 374 ans. Et il ressemble à moi, je sais. Antoine lui tendit une autre feuille imprimée. Mais ce n'est pas le pire. Isabelle regarda la nouvelle image. C'était un agrandissement d'un détail du tableau original, dans le coin inférieur gauche, presque imperceptible sur le tableau complet. Il y avait une silhouette féminine, une femme de dos, courbée, avec quelque chose de sombre qui dégoulinait de son dos. « Du sang », dit Antoine. Dans la peinture originale, cette figure est presque invisible. Mais quand j'ai agrandi, il s'arrêta, la voix tremblant finalement. « C'est vous, Isabelle. Cette femme, c'est moi qui vous blesse. Il y a 374 ans. » Le silence dans le bureau était si dense qu'il semblait avoir un poids physique. « Comment est-ce possible ?» La voix d'Isabelle sortit comme un murmure. « Je ne sais pas, mais il y a plus. » Il se leva et se dirigea vers une armoire dans le coin. Il sortit une clé de sa poche et l'ouvrit. À l'intérieur, sur un support de velours, reposait une épée, ancienne, ornée, mortellement belle. Cette épée est dans ma famille depuis des générations. Mon père me l'a donnée quand j'ai eu 18 ans. Il a dit que c'était une relique, que je devrais en être fier. Savez-vous ce que j'ai ressenti quand je l'ai tenue pour la première fois ? Isabelle ne pouvait pas détourner les yeux de larmes. Non, du dégoût, de l'horreur, de la culpabilité. J'ai senti que j'avais fait quelque chose de terrible avec elle. Je l'ai rangée dans l'armoire et je ne l'ai plus jamais touchée, jusqu'à hier. Que s'est-il passé hier ? Je l'ai tenue à nouveau. Et la vision que j'ai eue était la même que celle que j'ai eue quand j'ai touché votre balafre. Je voyais cette épée dans un corps féminin, votre corps. Antoine ferma les yeux. Je crois que je ne deviens pas fou. Je crois que j'ai déjà fait ça avant. Je crois que je vous ai déjà blessé avant. Et je crois que je fais des cauchemars à ce sujet depuis toujours, parce que mon âme se souvient de ce qu'elle a fait. Isabelle se leva, se dirigea vers l'armoire. Antoine ne l'en empêcha pas. L'épée était là, silencieuse, ancienne, pleine d'histoires qui ne devraient pas être possibles. Isabelle tendit la main. Ses doigts touchèrent la lame. La douleur qui lui traversa le dos la fit tomber à genoux. « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» La question sortit mêlée à un cri. Elle tenait son dos.
où la balafre brûlait comme si elle venait d'être ouverte. Antoine courut vers elle, la retenant avant qu'elle ne tombe complètement. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé ?»« L'épée. Quand j'ai touché. Ma balafre. » Isabelle n'arrivait pas à former des phrases complètes. La douleur était trop intense. « J'ai tout vu. Je vous ai vu tenir l'épée. Je me suis vu essayer de vous empêcher de faire quelque chose. Je vous ai vu vous retourner. J'ai vu la lame me couper. J'ai vu du sang. Tant de sang. » Antoine la tenait dans ses bras, sur le sol du bureau, tous les deux tremblants. « Éléonore. » Il murmura à nouveau, le nom qu'elle n'avait jamais entendu, mais qu'elle reconnaissait comme le sien. « Pardon, s'il vous plaît. Pardon. » Peu à peu, la douleur diminua. La balafre cessa de brûler. Isabelle réussit à respirer normalement, mais aucun des deux ne bougea. Ils restèrent là sur le sol, lui la tenant, elle tremblant dans ses bras, unis par une blessure vieille de 375 ans. Quand ils finirent par se séparer, il y avait quelque chose de différent entre eux. Une barrière était tombée. Une vérité avait été acceptée, pas totalement comprise, mais acceptée. « Nous devons découvrir ce qui s'est passé, » dit Isabelle. « L'histoire complète. Pourquoi vous m'avez blessé? Ce qui s'est passé ensuite. » Antoine acquiesça. « Je vais engager des chercheurs, des historiens. Il doit y avoir des archives. Si ce tableau existe, il doit y en avoir d'autres. Et jusque-là, il hésita. Vous restez, à la maison, au travail. Je ne vais pas vous renvoyer. Je ne vais pas faire comme si ça ne s'était pas passé. Nous allons découvrir ensemble. » Isabelle sentit des larmes dans ses yeux, des larmes qu'elle ne comprenait pas, des larmes qui semblaient avoir attendu des siècles pour couler. « Pourquoi est-ce que je pleure ?» Antoine toucha son visage avec une douceur qui contrastait avec toute la froideur qu'il montrait au monde. « Parce que votre âme se souvient enfin, tout comme la mienne. » Cette nuit-là, Isabelle appela à nouveau Mamie Rose. « Mamie, c'était vrai. Tout ce que vous avez dit était vrai. Nous avons trouvé des preuves. Un tableau de 1650. Une épée. » Rose ne parut pas surprise. « Les preuves sont là pour que l'esprit accepte ce que l'âme sait déjà. Ma fille, ce qui importe maintenant, c'est ce que vous allez en faire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous vous êtes rencontrés pour une raison. Il vous a blessé dans une vie et porte la culpabilité dans toutes les autres. Vous êtes morte avec cette blessure et la marque est restée sur votre âme. Maintenant, 375 ans plus tard, vous avez la chance de clore ce cycle, de guérir ce qui est resté ouvert. La question est de savoir si vous êtes prêt pour ça. » Isabelle pensa aux paroles de sa grand-mère, en essayant de dormir. Guérir ce qui est resté ouvert, clore le cycle. Mais comment guérir une blessure vieille de 375 ans? Comment pardonner quelque chose dont on ne se souvient même pas complètement? Et plus important encore, était-elle prête à pardonner? Ou y aurait-il d'autres révélations avant que le pardon ne soit possible? Dans les jours suivants, Antoine engagea une équipe de chercheurs spécialisés dans l'histoire française du XVIIe siècle. Il leur donna seulement des informations partielles. Il dit qu'il était intéressé à en savoir plus sur son ancêtre, le capitaine Henri de Valois. Il ne mentionna pas la réincarnation. Il ne mentionna pas les visions. Il ne mentionna pas Isabelle. En attendant les résultats de la recherche, la routine au domaine d'hôtellerie continua. Mais tout était différent. Antoine n'évitait plus Isabelle. Au contraire, il semblait chercher sa présence. Ils prenaient le café ensemble le matin. Ils parlaient de leur vie, de leurs peurs, des rêves qu'ils avaient tous les deux. Ils découvrirent des similitudes impressionnantes. Tous les deux n'avaient jamais réussi à maintenir des relations longues. Tous les deux sentaient qu'ils attendaient quelqu'un de spécifique. Tous les deux avaient une mélancolie inexplicable qu'aucun succès matériel ne parvenait à guérir. Et tous les deux continuaient à avoir des visions. Quand ils étaient proches, des fragments du passé apparaissaient, un rire féminin, une place avec une fontaine, des mains entrelacées en secret, mais aussi des scènes plus sombres, des barreaux de prison, des cris distants, le roulement de tambour. Peu à peu, une histoire commença à se former,
Une histoire d'amour interdit dans une époque violente, une histoire de choix impossibles et de conséquences éternelles. 10 jours plus tard, les chercheurs envoyèrent leur premier rapport. Antoine appela Isabelle dans son bureau pour le lire ensemble. Ce qu'ils y découvrirent changea tout. Le capitaine Diego de Monteverdi, servi dans la garde royale espagnole de 1640 à 1650, décoré pour sa bravoure, considéré comme l'un des meilleurs épéistes de sa génération. En 1650, il fut affecté pour aider aux opérations de l'Inquisition dans une petite ville d'Espagne. Sa mission était d'arrêter les hérétiques et de les traduire en justice. Parmi les prisonniers se trouvait un marchand, nommé Antonio Reyes. Isabelle sentit son sang se glacer. Reyes, mon nom de famille. Antoine continua sa lecture, la voix tremblante. Antonio Reyes fut accusé d'hérésie et emmené pour être jugé. Il avait une fille unique, Elena Reyes, qui tenta d'empêcher l'arrestation de son père. Elena, le nom qu'il avait crié. Les registres historiques montrent que durant l'arrestation, Elena Reyes fut blessée accidentellement par l'un des gardes. Elle survécut à sa blessure initiale. Mais quoi? Antoine n'arrivait plus à continuer. Il passa le document à Isabelle, elle lut, les mains tremblantes. Après l'incident, le capitaine Diego de Monteverdi déserta la garde royale. Il abandonna son poste, sa famille et son honneur pour s'occuper d'Elena Reyes et l'aider à s'enfuir. Il vécura caché pendant 3 mois avant d'être retrouvé. Diego fut exécuté pour trahison le 15 mars 1651. Elena mourut de fièvre quelques jours plus tard, toujours en convalescence de sa blessure au dos. Des témoins rapportèrent qu'elle serrait l'épée de Diego au moment de sa mort. Le silence dans le bureau était absolu. « Je t'ai blessé », dit Antoine finalement. Sa voix était un murmure déchiré. « Mais après j'ai tout abandonné pour toi. Je suis mort pour toi. » Isabelle ne pouvait pas parler. Les larmes coulaient silencieusement sur son visage. « Tu es morte en serrant mon épée, » continua-t-il, « même après tout ce que j'ai fait. Tu es morte en tenant une partie de moi, parce que je t'aimais. » Les mots sortirent d'Isabelle avant qu'elle ne puisse y penser. « Je t'aimais. Diego. Même quand tu m'as blessé, je savais que ce n'était pas ton intention. » Antoine leva les yeux. Elle l'avait appelé Diego. Un nom qu'elle n'avait jamais entendu en dehors de ses visions. Un nom que son âme connaissait. « Tu m'as appelé. Je sais. » Ils se regardèrent à travers la table, séparés par des papiers contenant des informations datant de 375 ans, unis par quelque chose qui allait bien au-delà de tout document historique. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Isabelle. Antoine se leva, fit le tour de la table, s'arrêta devant elle. « J'ai passé 4 siècles à te chercher pour te demander pardon. Mes cauchemars sont de te blesser. Ma vie entière a été de porter une culpabilité que je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. » Il s'agenouilla devant elle. « Pardonne-moi, Elena. Pardonne-moi, Isabelle, de t'avoir fait du mal, de t'avoir fait. Porter, cette marque. Pour chaque vie où je t'ai cherché et ne t'ai pas trouvé, pardonne-moi. » Isabelle regarda l'homme agenouillé devant elle, le PDG d'un empire, le millionnaire qui contrôlait des fortunes, à genoux, implorant le pardon pour quelque chose qui s'était produit avant que l'un d'eux ne soit né. Elle posa ses mains sur son visage, releva son menton, plongea son regard dans ses yeux verts, qu'il avait déjà regardés il y a 375 ans. « Je te pardonne, Diego, je te pardonne. Antoine, tu m'as blessé, mais tu es aussi mort pour moi. Tu m'as fait mal, mais tu m'as aussi aimé. Comment puis-je ne pas pardonner à quelqu'un qui a donné sa vie pour me protéger ?» Il laissa échapper un son, mi-sanglot, mi-rire, ferma les yeux tandis que des larmes coulaient. Isabelle sentit quelque chose d'étrange se produire, la balafre dans son dos, qui avait brûlé tant de fois ces derniers jours, commença à picoter, non pas avec de la douleur, mais avec quelque chose de différent, quelque chose comme de la chaleur, quelque chose comme un soulagement. « Ma balafre, dit-elle, elle est différente. »
Antoine ouvrit les yeux. Avant qu'il ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, il sentit quelque chose dans son propre corps, dans sa poitrine, du côté gauche. Une marque qu'il avait depuis la naissance commença à brûler. Une marque qu'il avait toujours cachée, honteux de son apparence étrange. Une marque qui, il réalisait maintenant, avait la forme exacte d'une perforation d'épée. Quoi? Il leva la main vers sa poitrine. Toi aussi, tu as une marque? Isabelle regardait l'endroit où sa main touchait le tissu de sa chemise. Laisse-moi voir. Avec des doigts tremblants, Antoine ouvrit les boutons de sa chemise. Là, au-dessus de son cœur, se trouvait une cicatrice qui n'était pas vraiment une cicatrice. Une marque de naissance qui n'était pas vraiment une marque de naissance. Une empreinte sur la peau qui avait la forme, inconfondible d'une lame traversant la chair. « Tu es mort comme ça », murmura Isabelle. Transpercé par une épée, protégeant quelqu'un, te protégeant. Elle tendit la main, toucha la marque sur sa poitrine. Il ferma les yeux avec l'intensité de la sensation. Et alors, une vision les submergea tous les deux, différente des autres. Celle-ci était complète, claire, absolue. Ils virent tout. Diego II. Monteverdi entrant dans la maison d'Antonio Reyes avec ses soldats. Elena, une jeune femme aux cheveux noirs et aux yeux de feu, se jetant devant son père. Diego criant pour qu'elle s'écarte. Le réflexe automatique de son épée quand elle avança. La lame coupant le dos d'elle alors qu'il tentait, trop tard, de dévier le coup. Le sang, le cri, l'horreur dans ses yeux en réalisant ce qu'il avait fait. Les 3 mois suivants en flashback rapide. Diego soignant Elena cachée dans une cabane dans la forêt. L'amour grandissant entre eux malgré tout. Les nuits de conversation, les jours de guérison, les touchés qui commencèrent timides et devinrent essentiels. La promesse faite par une nuit d'orage. Je te retrouverai dans chaque vie, Elena. Dans chaque vie, je te demanderai pardon. Dans chaque vie, je te protégerai, jusqu'à ce que cette blessure soit enfin guérie. Et je t'attendrai, Diego. Dans chaque vie, je te reconnaîtrai. Dans chaque vie, je te pardonnerai, jusqu'à ce que nous puissions enfin être ensemble. Les 3 mois cachés dans la cabane, l'amour grandissant dans chaque regard, dans chaque toucher précautionneux, pendant qu'il changeait les pansements sur son dos. Les nuits où elle se réveillait en pleurant de douleur, et il restait éveillé à côté d'elle, lui tenant la main, chantant des chansons de son enfance pour la calmer. Les jours où la fièvre semblait vouloir l'emporter, et il priait tous les saints qu'il connaissait, promettant n'importe quoi en échange de sa guérison. « Tu devrais partir », dit-elle une nuit, la voix faible à cause de la maladie. « Tu es un fugitif à cause de moi. Ils vont te tuer s'ils te trouvent. » Alors qu'il me tue, Diego prit son visage entre ses mains tremblantes. « Je ne te quitterai pas, jamais. Peu importe ce qui arrive. Tu m'as blessé. Je sais. Et je vais passer le reste de ma vie à te demander pardon pour ça. Mais tant qu'il y aura de la vie en moi, tant que mon cœur battra, je vais te protéger. Et quand je mourrai, je te retrouverai dans la prochaine vie, et dans la suivante, jusqu'à ce que nous puissions enfin être ensemble sans crainte. » Elena toucha son visage, même faible, ça même blessé, même en sachant qu'elle mourrait probablement dans cette cabane. Elle ressentit une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « Je te pardonne, Diego. Je t'ai pardonné. Au moment où tu m'as serré dans tes bras et pleuré pour ce que tu avais fait, je te pardonne. » Les larmes coulèrent sur le visage du capitaine, l'homme qui n'avait jamais pleuré au combat, qui avait affronté des armées sans peur, pleura comme un enfant dans les bras de la femme qu'il avait blessée et aimée. La scène finale. Des soldats encerclant la cabane. Diego luttant contre 10 hommes pour donner le temps à Elena de fuir. L'épée qui traversa sa poitrine. Le dernier regard qu'il lui lança avant de tomber. Et Elena, trop faible pour fuir, se traînant jusqu'à lui, ramassant l'épée qui était tombée de ses mains, la tenant contre sa poitrine, tandis que la fièvre consumait le peu de vie qui lui restait. « Je reviens vers toi, Diego. Dans une autre vie, je reviens vers toi. » Elle mourut 3 jours plus tard, tenant toujours son épée,
murmurant toujours son nom, espérant toujours les retrouvailles, qui n'arriveraient que 375 ans plus tard. La vision se termina. Antoine et Isabelle étaient sur le sol du bureau, tous deux pleurant, tous deux tremblants, tous deux comprenant enfin la totalité de ce qui les connectait. 375 ans, dit Antoine. Il nous a fallu 375 ans pour nous retrouver, mais nous nous sommes retrouvés. Il la tira dans ses bras, la serra comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse. Je ne vais plus te perdre. Plus jamais. Isabelle se blottit contre lui, sentant pour la première fois de sa vie qu'elle était exactement là où elle devait être. Tu ne vas pas. Parce que cette fois, Diego, personne ne nous poursuit, personne ne nous traque. Nous sommes juste deux personnes qui se sont enfin retrouvées. Ils restèrent ainsi pendant longtemps, deux corps enlacés sur le sol d'un bureau moderne, deux âmes qui avaient voyagé pendant près de 4 siècles, pour arriver à ce moment. Quand ils se séparèrent enfin, quelque chose avait changé. Les balafres de l'un et de l'autre avaient cessé de picoter. La tension qu'ils avaient portée toute leur vie s'était dissoute. La culpabilité dans les yeux d'Antoine avait fait place à la paix. La mélancolie dans les yeux d'Isabelle avait fait place à l'espoir. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle, répétant la question qu'elle avait posée auparavant. Mais cette fois, la réponse était différente. « Maintenant, » dit Antoine, « nous vivons, toi, moi et Chloé. Nous vivons la vie que nous n'avons pas pu avoir en 550. Nous vivons comme nous aurions dû vivre, si le monde avait été différent. Et l'épée et le passé reste dans le passé. L'épée, il réfléchit un instant. L'épée ira dans un musée, là où elle appartient. Pas dans un placard. Pas comme une relique de culpabilité, mais comme un artefact historique. Une preuve que Diego et Elena ont existé. Isabelle sourit. La première fois qu'elle souriait vraiment, depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir. Et nous, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes Antoine et Isabelle, avec des parties de Diego et Elena à l'intérieur de nous, mais surtout, nous sommes deux personnes qui se sont enfin retrouvées et qui ne vont laisser rien les séparer à nouveau. 2 semaines plus tard, Mamie Rose vint rendre visite à sa petite fille. Elle entra dans le domaine d'hôtellerie, appuyée sur sa canne, les yeux cherchant déjà quelque chose de spécifique. Quand elle vit Antoine et Isabelle ensemble dans le salon, se tenant la main, la paix évidente sur leur visage. Elle sourit. « Alors c'est lui, » dit-elle, en marchant vers Antoine. « L'homme que j'ai vu dans ma vision il y a 29 ans. L'homme qui a blessé et sauvé. L'homme que ma petite fille attendait. » Antoine s'agenouilla devant la vieille dame, un geste de respect qui surprit même Isabelle. « Je suis lui, et je suis ici pour prendre soin de votre petite fille, pour le reste de nos vies. » Rose posa sa main sur sa tête, une bénédiction silencieuse. « Les balafres ont déjà diminué, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? » « Je sais, je peux voir. La culpabilité que vous portiez n'est plus si lourde, et la douleur qu'elle portait n'est plus si aiguë. Le cycle se referme. » Elle demanda à voir l'épée. Antoine la conduisit jusqu'au bureau. Rose tint l'arme ancienne avec des mains fermes, sans peur, sans douleur. Cette épée a porté la culpabilité pendant près de 400 ans, dit-elle. Mais maintenant, ce n'est que du métal. Le pardon l'a libéré, tout comme il vous a libéré. Cette nuit-là, ils firent un dîner spécial. Antoine, Isabelle, Chloé, Rose, et même Madame Gisèle, qui faisait partie de la famille depuis des décennies. Pour la première fois, le domaine d'hôtellerie, qu'Antoine avait toujours vu comme froid et vide, était rempli de chaleur et de rire. Chloé, sans comprendre complètement ce qui se passait, savait seulement que sa mère était heureuse et que l'homme grand aux yeux verts regardait sa mère d'une manière qui lui faisait sentir que tout irait bien. Pendant le dîner, Rose raconta des histoires de sa jeunesse. Ça de la façon dont elle avait découvert son don, de voir au-delà du voile du temps.
Elle raconta des visions qu'elle avait eues, sur des personnes qu'elle connaissait à peine, sur des destins qu'elle avait prédits, sur des âmes qu'elle avait vues se retrouver, après des siècles de séparation. « Votre histoire n'est pas unique, » dit-elle, en regardant Antoine et Isabelle. « De nombreuses âmes se perdent et se retrouvent au fil du temps. Mais peu ont le courage d'accepter la vérité. Peu parviennent à pardonner. Vous êtes spéciaux, parce que vous avez choisi de guérir, au lieu de répéter la douleur. » Chloé écoutait tout, les yeux écarquillés, sans comprendre complètement, mais fascinée par les histoires de son arrière-grand-mère. « Mamie Rose, est-ce que moi aussi, je vais rencontrer quelqu'un d'une autre vie ?» Rose sourit et caressa les cheveux de la fillette. « Peut-être, mon amour, peut-être. Mais ne t'en soucie pas maintenant. Vis cette vie d'abord. Aime les personnes qui sont ici. Le reste viendra, quand il devra venir. »« Tu vas être mon papa ?» demanda Chloé soudain, se tournant vers Antoine, avec l'innocence directe des enfants. Antoine regarda Isabelle. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Si tu veux, » répondit-il. « Si toi et ta mère me voulez, je veux, » dit Chloé. « Tu as des yeux gentils, et maman sourit différemment. Quand tu es prêt. » Antoine sentit son cœur se serrer. Cette petite fille, qu'il connaissait à peine, avait vu quelque chose que lui-même apprenait encore à accepter, que quand il était près d'Isabelle, tout était différent, mieux, plus juste. « Je vais prendre soin de vous, » promit-il, en regardant de Chloé à Isabelle. « De vous deux, pour toujours. » Et c'était vrai. Les yeux qui avaient autrefois porté le poids d'une culpabilité séculaire brillaient maintenant de quelque chose de nouveau. L'espoir, l'amour, l'appartenance. Les mois suivants furent de découverte et d'adaptation. Antoine, qui n'avait jamais vécu avec personne d'autre que des employés, apprit à partager son espace, sa vie, son cœur. Isabelle, qui avait passé des années à lutter seule, apprit à accepter l'aide, à faire confiance, à croire qu'elle méritait d'être heureuse. Chloé s'épanouit dans sa nouvelle vie. L'école privée était meilleure que tout ce qu'Isabelle aurait pu offrir seule. La petite Chloé se fit des amis, développa des talents et surtout, gagna quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, une figure paternelle, présente et aimante. Antoine de Valois fut surpris de voir à quel point il aimait être père. Il emmenait Chloé à l'école tous les matins, l'aidait avec ses devoirs le soir, assistait à ses récitals de ballet avec la même attention qu'il accordait à ses réunions de direction. Et quand la petite fille courait dans ses bras en criant « Papa !», il sentait qu'il avait enfin trouvé le but qui manquait à sa vie. Les cauchemars, ceux qui l'avaient tourmenté pendant plus de 2 décennies, s'arrêtèrent, tout simplement. Pour la première fois depuis ses 16 ans, Antoine dormait en paix, sans épée, sans sang, sans cri, sans culpabilité. Isabelle remarqua le changement. « Tu dors différemment maintenant », dit-elle un matin, en caressant son visage. « Avant, tu bougeais beaucoup, tu murmurais des choses. Maintenant, tu dors comme un ange. Parce que les fantômes se sont enfin reposés, » répondit-il. « Parce que tu m'as pardonné, parce que je suis exactement là où je dois être. » 1 an plus tard, il y eut un mariage. La cérémonie fut intime. Seulement les personnes les plus proches, Mamie Rose, Madame Gisèle, quelques amis de confiance. Il n'y avait pas besoin d'une grande fête. Ce qui importait, c'était le sens de ce moment. L'aboutissement d'un voyage qui avait commencé 375 ans auparavant. Isabelle portait une robe simple, blanche, qui tombait élégamment sur son corps. Antoine portait un costume sombre, impeccable comme toujours, mais avec un détail différent. Dans la poche de sa veste, un mouchoir ancien qui avait appartenu au capitaine Diego de Monteverdi. Une relique de famille qu'il n'avait jamais utilisée, mais qui maintenant semblait parfaitement appropriée. Quand il la vit marcher dans l'allée improvisée dans le jardin du manoir, il sentit quelque chose qui transcendait l'émotion normale d'un futur marié. Il sentit 375 ans d'attente toucher à leur fin. Il sentit l'âme de Diego enfin en paix. Il sentit que, après tant de vies de recherche et de souffrance, il était enfin là où il devait être. Isabelle le sentit aussi,
Quand elle croisa son regard en arrivant à l'autel, elle vit plus que l'homme qu'elle aimait, elle vit des siècles d'histoire, elle vit une épée, du sang et de la douleur. Mais elle vit aussi la guérison, le pardon et l'amour infini. « Tu es Vénus, murmura-t-elle, si bas que lui seul pouvait l'entendre. Tu as promis que tu viendrais dans chaque vie, et tu es venu. Je viendrai toujours, répondit-il, dans chaque vie, jusqu'à te retrouver. » Quand Antoine passa la bague au doigt d'Isabelle, ils sentirent tous les deux un fourmillement sur les balafres qui avaient autrefois marqué leur corps. Les marques, qui avaient déjà considérablement diminué depuis le jour du pardon, disparurent finalement complètement, pas graduellement, comme cela s'était produit au cours des mois précédents, instantanément, comme si elles n'avaient jamais existé. Mamie Rose, assise au premier rang, vit cela se produire. Ses yeux, qui pouvaient te voir au-delà du voile du temps, observèrent les deux marques se dissoudre dans l'air. Elle vit l'énergie ancienne, lourde, chargée de culpabilité et de douleur, enfin se libérer. Elle sourit. Des larmes coulèrent sur son visage ridé. « Le cycle est clos, » murmura-t-elle pour elle-même. Après 375 ans, le cycle est enfin clos. Lors de leur nuit de noces, Antoine et Isabelle étaient seuls pour la première fois en tant que mari et femme. Il toucha le dos d'Isabelle, à l'endroit où la balafre avait l'habitude d'être. La peau était lisse, parfaite, comme s'il n'y avait jamais eu de marque. « Elle a disparu, » dit-il, émerveillé. Isabelle posa sa main sur la poitrine d'Antoine, au même endroit où la marque d'épée avait l'habitude d'être, également lisse, également parfaite. « Parce que nous nous sommes guéris, » dit-elle. « Nous nous sommes enfin guéris. » Antoine l'embrassa. Un baiser qui avait 375 ans d'attente. Un baiser qui scellait non seulement un mariage, mais la clôture d'un cycle qui avait commencé avec du sang et se terminait avec de l'amour. « Je t'ai retrouvé, Helena, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Je t'ai attendu, Diego, » répondit-elle. Et ils s'aimèrent comme deux âmes qui étaient enfin en paix. 5 ans plus tard, la famille de Valois s'était agrandie. Chloé, maintenant âgée de 9 ans, avait un petit frère appelé Diego, un nom choisi en hommage au passé, mais donné avec espoir pour l'avenir. L'épée de Diego de Monteverdi était dans un musée d'histoire espagnole, avec une plaque qui racontait l'histoire du capitaine qui abandonna tout par amour. Des visiteurs du monde entier venèrent la voir, sans savoir que la véritable histoire était encore plus extraordinaire que ce que la plaque racontait. Mamie Rose décéda 2 ans après le mariage, lors d'une nuit tranquille de printemps. Elle partit en dormant, avec un sourire sur son visage, sachant que sa mission dans ce monde était accomplie. Elle avait vu sa petite fille heureuse. Elle avait assisté à la clôture d'un cycle de 375 ans. Elle avait aidé 2 âmes perdues à se retrouver et à se guérir. Avant de partir, lors de la dernière fois qu'Isabelle lui rendit visite à l'hôpital, Rose serra la main de sa petite fille avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi faible. « J'ai vu ta prochaine vie, » murmura la vieille femme, les yeux brillants de cette lumière qu'Isabelle connaissait si bien. « Toi et lui, vous vous retrouverez à nouveau. Mais cette fois, ce sera différent. Il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de culpabilité, il n'y aura pas de blessures à guérir. Vous vous regarderez simplement et vous saurez. Et vous vous aimerez dès la première seconde. C'est ce qui arrive quand 2 âmes terminent enfin leur travail. Elles gagnent le droit d'aimer simplement. Mamie, Isabelle avait les larmes aux yeux. Ne pleure pas, ma fille, je reviendrai aussi. Et peut-être, dans une autre vie, serai-je ta fille, ou ton amie, ou juste quelqu'un qui croise ton chemin et sourit. Nous ne perdons jamais les personnes que nous aimons vraiment. Elles changent simplement de forme. Rose ferma les yeux cette nuit-là et ne se réveilla plus. Mais le sourire sur son visage était celui de quelqu'un qui avait vu au-delà du voile et savait que la mort n'était qu'une porte, pas une fin. Isabelle garda ces mots dans son cœur, et chaque fois qu'elle regardait Chloé, ou le petit Diego, elle se demandait si Rose n'était pas déjà revenue, si ses yeux brillants des enfants
ne gardèrent pas un peu de la sagesse de la vieille voyante. Antoine changea complètement après le mariage. Le PDG froid et distant devint un mari aimant et un père dévoué. Ses affaires continuèrent de prospérer. Mais il apprit à équilibrer travail et famille d'une manière qu'il n'avait jamais réussi auparavant. La culpabilité qu'il avait portée toute sa vie avait enfin trouvé une résolution. Et Isabelle? Isabelle comprit enfin pourquoi elle n'avait jamais réussi à se connecter avec personne avant Antoine. Pourquoi elle avait toujours senti qu'elle attendait quelqu'un de spécifique. Pourquoi la balafre sur son dos avait toujours semblé plus qu'une simple tache de naissance. Elle avait attendu 375 ans. Elle avait traversé la mort et renaissait en portant la marque de cette rencontre. Et finalement, enfin, elle avait retrouvé la personne que son âme recherchait. Par une nuit de décembre, exactement 6 ans après le jour où Antoine avait touché la balafre d'Isabelle pour la première fois. Ils étaient assis sur la terrasse de la demeure familiale, contemplant les étoiles. « Crois-tu que nous nous retrouverons encore ?» demanda Isabelle. « Dans une autre vie ?» Antoine sourit. « Je le crois, mais pas avec de la douleur, pas avec de la culpabilité. Je crois que nous nous retrouverons et que nous nous reconnaîtrons simplement et que nous nous aimerons, sans avoir besoin de guérir quoi que ce soit. Juste aimer. » Isabelle se blottit contre lui. « J'aimerais ça. Moi aussi. » Ils restèrent silencieux, les yeux rivés sur le ciel étoilé. Deux âmes enfin en paix, après presque 4 siècles de recherche. L'histoire de Diego et Elena s'était achevée en tragédie en 1651. L'histoire d'Antoine et Isabelle ne faisait que commencer, et contrairement à la première, celle-ci aurait une fin heureuse. Parce que certaines connexions transcendent le temps. Certaines blessures attendent des siècles pour être guéries, et certaines âmes sœurs traversent des vies entières avant de finir par se retrouver. Et quand elles se rencontrent, quand elles finissent par se reconnaître et se pardonner, quand les balafres qu'elles portaient disparaissent enfin, ce qui reste, c'est quelque chose de très simple et de très profond. L'amour. Juste l'amour. Avez-vous déjà eu l'impression de connaître quelqu'un que vous venez de rencontrer? Avez-vous déjà eu la sensation que vous deviez demander pardon à un étranger, sans savoir pourquoi? Avez-vous déjà croisé le regard de quelqu'un et y avez-vous vu des siècles d'histoire? Si oui, peut-être. Vous aussi. Avez-vous une histoire de vie passée qui attend d'être découverte? Et peut-être, tout comme Antoine et Isabelle, êtes-vous plus près que vous ne l'imaginez de rencontrer la personne que votre âme recherche? Certaines connexions sont pour une vie, d'autres sont pour l'éternité. La question est, quelle est la vôtre?